Bonsoir, chose promise, chose due. Ravi de vous retrouver pour cette émission spéciale qui va être consacrée à la nouvelle stratégie mise en place par le groupe Pireur Mobility. Vous l'avez compris, on va parler évidemment de KTM avec cette annonce qui est tombée quelques heures avant le week-end et ses signatures d'Enea Bastianini et de Maverick Viñales. Alors, on va discuter de tout ça et on va surtout se projeter sur le reste de la saison. Mais pour cela, j'ai comme d'habitude mon compère Michel Turcot avec moi. Bonsoir Michel. Salut Eric. Et puis, pour en parler, je pense que c'était le mieux placé. Nous sommes ravis d'avoir comme invité ce soir Hervé Poncharal. Bonsoir Hervé. Bonsoir Eric. Merci de ta disponibilité, merci d'avoir été réactif par rapport à nos sollicitations et l'invitation de Michel. Alors comme je le disais, Pireur Mobility a fait cette annonce en toute fin de semaine dernière, avec ce line-up assez impressionnant pour 2025. Enea Bastianini et Maverick Viñales seront donc coéquipiers, et ce, dans ta structure, Hervé. Est-ce que tu t'attendais à recevoir un tel line-up ? C'est la première question. Oui, évidemment, tu peux bien imaginer que j'ai fait partie des discussions, pré-négociations, qu'on avait une shortlist, puisque tu utilises des anglicismes, je vais y aller aussi, avec quelques noms, et Enea Bastianini et Maverick Viñales figuraient en haut de cette liste, et donc tous ensemble, donc le groupe Pireur Mobility qui représente entre autres la marque KTM et GasGas, et moi, on a établi un plan avec les deux priorités qui étaient Bastianini et Maverick Viñales. Et puis à ce moment-là, au moment de la doublette Barcelone-Mugello, on a travaillé pendant 2 semaines et on a abouti justement à ces signatures. Ce qu'il faut faire, c'est voir un petit peu l'intégralité du groupe Pireur Mobility en MotoGP. Cette année, on a le phénomène Pedro Acosta, et donc on en est très 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 satisfait. Mais il était relativement rapidement, il a été décidé dans la saison qu'il serait transféré dans la structure officielle. Et donc, on allait se retrouver avec Binder et Acosta dans la structure officielle. Et moi, très rapidement, j'ai aussi dit aux représentants de KTM, on va les appeler comme ça, qu'il fallait absolument qu'on essaye d'avoir 2 équipes fortes, 2 équipes qui se poussent l'une l'autre, qui créent une émulation saine. Et on a vu ce que Pedro Acosta a amené aux autres 3 pilotes du groupe Pireur Mobility. Et on s'est rapidement mis en quête, encore une fois, des meilleurs pilotes possibles. Et c'est comme ça qu'on est abouti à la signature d'Enea Bastianini et de Maverick Viñales. Ce que je suis content, c'est que c'était nos objectifs et que ça s'est fait très, très rapidement. Et comme on dit toujours, un mariage heureux, il faut qu'il soit désiré des 2 côtés et que chacun fasse un pas l'un vers l'autre, ce qui a été le cas là. Et donc, pour l'instant, on va profiter pleinement de la fin de 2024. Il nous reste beaucoup de courses avec ce pilote exceptionnel qui est Pedro Acosta. Mais on sait très bien que quand il va passer chez le voisin, on aura certainement des choses encore magnifiques à faire et à vivre avec nos 2 pilotes, Bastianini et Viñales, sur 25 et 26. Michel ? Il y a autre chose qui a été annoncé dans tout ça, et il y a eu un petit point de presse avec Pete Berrer la semaine dernière auquel j'ai participé. Donc c'est aussi votre retour sous les couleurs KTM. On va pas parler de famille KTM puisqu'on sait que GasGas c'est une marque aussi Pireur Mobility. Mais enfin l'idée c'est d'avoir les 4 motos pareilles, d'avoir, d'après ce que j'ai compris de Pete, c'est d'avoir une meilleure lisibilité. C'était vraiment compliqué pour les pilotes de s'exprimer chaque fois, GasGas, Pireur Mobility. Donc là, tout le monde a la même enseigne, tout le monde sous les mêmes couleurs. En fait, ça change pas grand-chose pour vous. Non, ça change strictement rien. Franchement, on était heureux d'avoir l'identité GasGas, parce que c'est une marque jeune, branchée, qui va évoluer au sein du groupe Pireur Mobility, qui va prendre de la valeur. Mais c'était un peu la marque junior. Les difficultés économiques qu'aujourd'hui on rencontre font qu'il y a certains plans qui ont été mis un petit peu en attente, notamment une grosse gamme GasGas. Et puis surtout, la volonté du groupe, donc on va dire KTM maintenant, puisque tout le monde aura ses couleurs, de KTM, c'est évidemment, commercialement parlant, leur marque leader, celle avec laquelle ils font le plus gros chiffre d'affaires et celle avec laquelle il y a le plus d'interaction avec les courses sur route et donc le MotoGP, c'est KTM, ça c'est évident. Et aussi,
c'était faire passer le message qu'il n'y a plus 2 motos officielles dans la structure senior, on va l'appeler, usine, et 2 motos semi-officielles dans la structure junior qui pouvaient être 3. Et c'est comme ça qu'on a réussi à signer Bastianini et Vignales, qui voulaient surtout pas avoir un statut de pilote B. Donc, non seulement, évidemment, contractuellement parlant, les spécifications seront exactement les mêmes, l'année millésime sera la même. En 25, les 4 pilotes auront des 25. En 26, la même chose, ils auront tous des 26. Et surtout, les évolutions arriveront de manière simultanée pour les 4 pilotes. Si d'aventure, un jour, il y a des évolutions qui arrivent et qu'on n'a pas eu le temps matériel de supporter les 4 pilotes, ça sera uniquement en fonction de la place au championnat provisoire. Et ça a plus de lisibilité et surtout pour faire passer le message qu'il y a 4 motos officielles, 2 qui sont gérées par une structure privée, 2 qui sont gérées par une structure qui est la maison mère. Mais à part ça, il n'y a aucune autre différence. Et tu sais que, comme la plupart des constructeurs, on a de plus en plus de personnel support de l'usine. Donc vraiment, les 4 pilotes, personne n'aura à regarder ce qui se passe chez le voisin en se disant il est mieux loti que moi, il est mieux supporté que moi, ou il a des choses que moi j'aurais pas. Ce qui était le cas il y a quelques années dans les teams indépendants par rapport aux structures officielles, c'est vrai. Est-ce que tu penses... Puis Hervé... Ah pardon. Vas-y Michel. Ouais, j'enchaîne pour rester sur le même sujet. Hervé, on imagine aussi que, tu l'as dit, GasGas c'était la marque jeune, pas forcément celle qui devait être mise en avant en priorité. Or, cette année, avec les exploits de Pedro qui devancent, quelque part, c'est un peu embarrassant, on imagine, pour le groupe. Oui, c'est vrai que le pilote rookie, la marque junior, qui, jusqu'à maintenant, moi j'ai toujours fait preuve d'humilité, je vais continuer d'en faire preuve, mais se retrouve aux avant-postes, c'est le mieux placé du constructeur, c'est celui dont on parle, c'est celui qui fait des podiums, qui se bat devant quasiment tous les week-ends. Donc c'est évident que le message, il est un petit peu biaisé, mais c'est aussi ce qui fait la beauté du sport, c'est que rien n'est acquis d'avance. Il n'y a pas de stratégie, communication, marketing avec des supports techniques différents chez l'un et chez l'autre. C'est ce qui me fait aussi, c'est ce qui me rend aussi heureux et fier de travailler avec les gens de chez Pierrot Mobility KTM, parce que on voit bien qu'on a le même matériel que ceux de l'équipe officielle. Et ça, c'est aussi un super message. Et je pense que ce qui se passe aujourd'hui avec Pedro Acosta dans la structure satellite, avec la marque Junior GasGas, ça nous a aussi aidé à convaincre, s'il a fallu les convaincre, et Bastianini et Vignales, pour leur montrer qu'en fin de compte, c'est bonnet blanc, blanc bonnet entre la structure officielle et la structure indépendante. Il y a quelques années, quand on faisait rouler notamment notre pilote français Johan Zarco, c'était pas tout à fait la même la même chose. Mais c'est pas du tout pour tirer sur qui que ce soit, parce qu'aujourd'hui, tous les constructeurs, et ça, c'est un peu, quand je dis ma fierté, c'est un peu, oui, la fierté de tout ce qu'on a fait ensemble, que ça soit la Dorna, la FIM, l'IRTA, pour prouver aux constructeurs qu'avoir une équipe satellite, c'était pas nécessairement un poids, des dépenses supplémentaires, des ennuis, on va dire, mais des emmerdes, mais c'était plutôt un plus. Et maintenant, quand on voit que Yamaha, qui avait perdu son équipe indépendante, fait des pieds et des mains pour pouvoir en récupérer une, quelque part, on a fait passer le message. Et que ça soit Lucio Cecchinello avec Honda, que ça soit Paolo Campinotti avec Ducati, nous, avec les KTM, les constructeurs, maintenant, ils sont capables de comprendre qu'avoir 4 motos du même millésime avec les mêmes évolutions, ça les aide à progresser. Ils ont 4 retours d'information de pilote au lieu de 2, c'est-à-dire le double. Et aujourd'hui, quand on voit comme les packages techniques sont proches les uns des autres, une petite chose en moins, eh ben on est derrière. Donc c'est bien, on est super heureux. Et puis c'est bien aussi pour le fan de MotoGP, parce que les 22 motos qui sont sur la grille, c'est 22 motos d'usine hyper compétitives et qui peuvent toutes, un jour ou l'autre, se retrouver à se bagarrer pour la victoire. Hervé, dans ce que tu expliques, ça veut dire que concrètement, demain, on va dire, à partir de 2025, on ne parlera plus vraiment d'équipe satellite, on va parler de prolongement de l'équipe officielle, parce que ça rebat les cartes, comme tu viens de l'expliquer clairement. On va faire de moins en moins la différence entre l'équipe officielle et
comment on peut l'appeler maintenant, comment on pourrait t'appeler maintenant. On va pas dire équipe satellite du coup, puisque tu viens d'expliquer que vous serez au même niveau. Est-ce que ça va rebattre les cartes par rapport au plateau du MotoGP? En règle générale, les gens aiment bien mettre les choses dans des cases. C'est un petit peu rassurant. Et puis, des fois, quelque part, ça aide aussi à mieux comprendre. Moi, ça me pose pas de problème quand on appelle une équipe satellite. Moi, je revendique une certaine indépendance, même si on a de moins en moins, parce que les décisions se font au niveau du groupe de manière collégiale, après discussion où chacun apporte les éléments sur la table pour supporter la direction dans laquelle on veut aller. Mais la grille, elle est constituée idéalement de 6 places usines et 6 places indépendantes. En usine, il y en a une en moins maintenant, puisque Suzuki est parti, là, il y en a 5. Mais les 6 indépendantes seront toujours indépendantes. Donc moi, qu'on m'appelle, moi, ça me pose pas de problème qu'on m'appelle satellite. Et puis, quelque part, on n'est pas là pour faire de l'ego, à savoir comment on s'appelle. Moi, je vois tous les jours autour de moi des gens dont le principal but, c'est d'avoir un nom refait sur sa carte de visite. Moi, c'est pas mon truc. Donc, si on veut m'appeler écurie indépendante, oui, je suis indépendant. Écurie satellite, ça me va. Ce qui compte, c'est qu'on ait les moyens pour se battre devant, ce qui est la raison d'être quand on est un compétiteur. Hervé, indépendante de moins en moins quand même. Voilà, tu le dis, tu vis aussi en grande partie grâce au support le support technique, mais aussi le support financier qu'amène KTM, puisque si j'ai bien compris, tu récupères aussi Red Bull l'année prochaine. Il y a beaucoup de membres de ton équipe sont directement des salariés de l'usine. Comment tu vois cette évolution du rapport entre l'usine et des équipes indépendantes comme la tienne ou d'autres, Aprilia, Trackhouse, Pramac, Ducati, comme tu l'as dit, Lucio, Honda. On sait que voilà, il y a plus d'interdépendance, on va dire, que de dépendance aujourd'hui. D'indépendance, pardon. Oui, après, il faudra me donner 1 heure parce que c'est des sujets qui me passionnent et que j'aime expliquer. Donc, on va essayer de faire ça beaucoup plus rapidement. Mais c'est vrai que si on regarde il y a une quinzaine d'années, on a été beaucoup plus indépendants. On choisissait nos pilotes, on les payait, on trouvait un partenaire technique, donc un constructeur, et il nous donnait ce qu'il y avait de disponible. Et généralement, c'était pas des motos de l'année. Alors à ce moment-là, ce dont on rêvait, c'est d'avoir des pilotes un peu plus capés que ce qu'on avait, mais on ne pouvait pas les attirer parce qu'on n'avait pas les moyens ni financiers ni techniques pour les attirer. Et on voulait avoir les motos de l'année et du même millésime que les motos d'usine. Et ce n'était pas possible à l'époque. Donc, on avait une indépendance quasi totale, mais c'était compliqué, 1, pour boucler les fins de mois, et 2, pour pouvoir briller et se battre devant. Donc aujourd'hui, à force de travail, de compréhension, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, de messages qu'on a fait passer aux usines sur l'intérêt d'avoir 2 plus 2 au minimum moto, ça a bien été compris. Et donc, les constructeurs ont répondu favorablement à notre requête, c'est-à-dire aidez-nous à embaucher des top pilotes, mais aidez-nous aussi financièrement, parce que ces pilotes-là, ils veulent des contrats avec la maison mère, qui sont plus entre guillemets, sécuritaires au niveau de la gestion de ce contrat. Aidez-nous pour les convaincre à avoir du matériel de cette année avec les mêmes évolutions. Donc, ils ont répondu favorablement à nos requêtes. Alors oui, la contrepartie, quelque part, et c'est vrai, on a perdu un peu notre indépendance, mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que ma société, les gens à qui je travaille depuis, pour certains, plus de 25 ans, il y a une certaine pérennité, qu'on puisse envisager de se positionner sur le plan de la structure de manière de plus en plus professionnelle pour être compétitif. Donc, comme on dit souvent, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, mais moi, la petite partie d'indépendance que j'ai perdue, je regrette pas du tout. Parce que c'était des nuits blanches, c'était des fois des discussions très très longues avec le banquier pour lui faire comprendre qu'il y a des versements qui allaient être faits mais qui n'étaient pas encore là, etc. C'était la difficulté pour convaincre des top pilotes. Donc oui, maintenant on fait partie d'un projet d'entreprise, en l'occurrence Pure Mobility, un constructeur, mais quelque part c'est hyper valorisant. Parce qu'on va au siège social, on discute avec les big boss, ils nous expliquent les interactions entre le business, le marketing, la compétition. Maintenant, on en parlera peut-être aussi. Il y a aussi des nouveaux propriétaires du championnat, donc il ne faut pas se voiler la face. On fait du sport, mais tout sport aujourd'hui se doit d'avoir un minimum de médiatisation s'il veut se professionnaliser. Nous, en sport mécanique, il faut qu'on ait des machines qui soient capables de se battre devant. Donc, on a changé
de métier. On n'est plus des petits artisans qui avaient une indépendance et qui essayaient de travailler de notre côté pour montrer nos savoir-faire. On est là pour vendre justement notre expérience, notre savoir-faire et la qualité de notre infrastructure et de notre personnel pour que le constructeur joue le jeu comme il le joue aujourd'hui en nous donnant les moyens de nous battre avec eux. Et là, on le prouve aujourd'hui avec Pedro Acosta qui est le meilleur de l'usine. Très bien. Hervé, justement, on va parler des pilotes maintenant. Alors, tu disais, vous aviez une shortlist. Enea Bastianini, on va dire que c'était peut-être le nom qui était le plus facilement, je dirais, trouvable pour nous, observateurs à l'extérieur, puisqu'on savait que son poste était un petit peu... on va dire, condamné par rapport à Martin et Marquez. Comment ça s'est fait et surtout, à quel moment il y a eu le déclic par rapport à Maverick Viñales? Parce que si Bastianini, on pouvait s'y attendre, Viñales, c'est quand même une surprise. Alors moi, Enea Bastianini, je le connais depuis très longtemps et j'ai toujours été un fan de ce pilote. Quand il a compris assez rapidement, début 2024, qui ferait certainement pas la finale face à Martin et Marquez, il a commencé un petit peu à réfléchir à ce que pourrait être son avenir. Mais c'est un pilote qui est hyper coté sur le marché. Il avait évidemment des propositions pour aller retrouver Aprilia. En tant que pilote italien, ça avait du sens. Et là, c'était une moto complètement officielle. Il avait des possibilités. Et Ducati, d'ailleurs, Domenicali a fait quelques déclarations ce week-end où il disait qu'il était très triste de le perdre. Il avait des possibilités de rouler dans une écurie satellite, qui soit Pramac ou une autre, Ducati, avec des motos du millésime. Donc, un peu le style de ce qu'a Martin jusqu'à présent. On sait que Yamaha n'a pas encore validé le coéquipier de Fabio Quartararo. Donc, il avait beaucoup d'opportunités, et évidemment, chez nous. Et je pense qu'il a pas mal roulé depuis le début de saison avec Pedro Acosta. Et il est venu nous voir en nous disant, moi, cette moto, vu ce que fait Pedro, j'y crois à bloc, j'ai envie de travailler avec vous. Une petite chose qu'on a eu en plus aussi, en dehors du relationnel que j'avais avec lui, où on se connaît depuis longtemps et on s'apprécie, du relationnel que j'ai avec l'ami commun qu'on a avec Michel qui s'appelle Carlo Pernat. Oui, j'allais dire. Aussi, il y a son chef mécanicien qui s'appelle Giribola, qui a travaillé avec lui à l'époque, notamment Grésini, quand il a fait la saison fabuleuse qu'il a fait en 2022, qui est maintenant chez KTM, et à un poste, c'est le bras droit de Sterlachini, et on a tout de suite validé sa requête, que s'il venait chez nous, ça serait lui son chef mécano. Et on sait que les binômes en moto, c'est très très important. Enea, c'est quelqu'un qui a besoin de se sentir aimé, de se sentir supporté, et le relationnel qu'il a avec Giribola était exceptionnel. Donc il a envie de recréer un petit peu ce qui existait en 2022, Ducati, Grésini, Giribola, chez KTM Tech 3 avec Giribola aussi. Et Maverick Viñales alors, parce que Maverick Viñales, ok, Aprilia a annoncé très rapidement, ça s'est fait en une fraction de seconde, pourrait presque-t-on dire, la signature de Jorge Martin. Viñales, il était normalement en place chez Aprilia. Comment se sont déroulées les tractations? À partir de quand il vous a fait un appel du pied? Ou est-ce que c'est justement par rapport à l'arrivée de Jorge Martin, il s'est dit je vais peut-être pas forcément focaliser l'attention, et est-ce qu'il s'est mis à chercher ailleurs? Ou les négociations ou on va dire les conversations étaient déjà engagées depuis un moment? Alors je vais peut-être vous surprendre, mais Maverick Viñales, depuis le début de la saison 2024, lui ou au travers de son manager, vient nous voir et nous dit qu'il est très intéressé et qu'il a envie qu'on s'assoie pour voir si d'aventure on pourrait collaborer ensemble. Franchement, moi au début, et je vois tout à fait ton analyse, je me suis dit, mais attends, Maverick, on savait qu'Aleix avait une chance sur deux de se retirer à l'époque. Maverick devenait de facto le capitaine. Quand il a quitté Yamaha, il a déjà retrouvé une famille et je suis très très heureux là. En début de saison, il a fait un week-end incroyable au Texas. Donc, moi, j'avais un petit peu des doutes quand je voyais discuter avec nous sur la réalité de son envie de quitter Aprilia. Mais il a toujours été très clair et très constant en disant non, j'ai vraiment envie de parler avec vous et j'ai vraiment envie de voir si on peut le faire parce que c'est vraiment ma priorité. Et franchement, j'ai été un petit peu surpris. Ce qu'il faut savoir, et c'est aussi les belles histoires. Il n'y a pas
que de la technique, du financier, de la stratégie marketing, comme et tout ce qu'on veut. Il y en a, mais il y a aussi de l'humain. Et c'est ça qui est beau. Et c'est ça qui me fait toujours prendre du plaisir à faire ce que je fais après tant de saisons derrière moi. Maverick, il a gagné le championnat Moto 3 sur une KTM. Et il était face à Luis Salom, le regretté Luis Salom, qui était l'officiel sur une Red Bull KTM, et Alex Rins. Et à la finale à Valence, les trois étaient en mesure de gagner le titre. Et il avait vraiment l'impression que chez KTM, ils allaient, à l'époque, c'était pas les moteurs tirage au sort, c'était des moteurs qu'il y aurait peut-être un petit support technique un peu plus important sur Salom. Et ils ont vraiment joué le jeu, tout le monde avait les mêmes motos. Maverick a gagné, il était champion du monde. Il a même donné sa médaille à Pete Beirer le soir de la remise des prix de la Fédération internationale de moto, la FIM. Et Pete, qui a quelqu'un aussi d'émotif, a versé une larme. Il l'a toujours sur son bureau. Et il y a quelque chose qui existe entre KTM et Maverick Viñales. Il a toujours dit « j'aimerais revenir chez vous ». Et les boss, les Autrichiens, les propriétaires de l'usine, c'est des choses qui les marquent. Et ça s'est fait naturellement. Et il avait envie, là je vois il y a une petite photo sur Maverick sur Orange, il avait vraiment envie de venir chez nous. Alors dans le détail, il faudra lui demander pourquoi, mais pourquoi il a quitté une place quand même très confortable chez Aprilia. Mais je pense qu'il a validé le fait qu'on était full officiel aussi autant que les officiels, qu'il avait envie de travailler dans notre structure avec moi et puis toute mon équipe, et aussi et surtout peut-être de retravailler avec les gens de chez KTM. Et c'est pour moi, c'est une belle histoire. Michel ? Et ouais, c'est quand même un beau challenge, Viñales, pour arriver. On sait que c'est un pilote capable du meilleur comme du pire. Pas facile toujours à gérer, assez irrégulier. Donc ça, c'est en tant que, alors t'es plus officiellement le team manager, mais le team principal de l'équipe. Mais humainement, ça va être aussi un challenge de le mettre en condition. T'as connu des pilotes compliqués, hein, sans parler de Kocinski. Donc j'imagine que c'est un beau challenge pour toi. Oui, et moi c'est ce que j'aime. Tu me connais. Maintenant, c'est pas la dernière petite pièce d'évolution qui amène un centième au tour qui me fait vraiment vibrer, même si ça m'excite toujours. Mais c'est les rapports humains. Et justement, avoir quelqu'un peut-être de compliqué, on verra, parce que j'ai jamais vraiment travaillé avec lui, où on me dit que ça va être compliqué, ça m'excite, ça me plaît, ça me motive. Et moi, j'aime rien de plus que l'humain. De ce qu'on m'a dit, c'est quelqu'un qui a besoin d'être proche de son équipe. Là, on s'envoie des petits messages et tout. L'autre fois, c'était vendredi soir, on devait se parler au téléphone, il était 21h, je sors du bureau, c'est un peu tard, et tu me dis oui, là, c'est plus le moment, je suis en train d'endormir mes petites filles. Donc, c'est quelqu'un de très humain. Certainement qu'il y a des moments où il doute, et notre but à l'équipe, c'est d'être là pour faire en sorte que ces hauts et ces bas, on efface les bas pour qu'il n'y ait plus que des hauts. Le potentiel, on le connaît. Et c'est un beau challenge. Je suis très heureux de relever. Et pour finir avec une mini parenthèse sur ta mini parenthèse Kocinski, on s'est retrouvé au Grand Prix des États-Unis. Il m'a sauté dans les bras. Il m'a fait des bises comme il m'a jamais fait de bises de ma vie. Il était voir Guy Coulon dans le box. Il y a Steve Blackburn, mon mécanicien anglais qui est avec moi depuis plus de 20 ans, qui avait bossé avec lui à l'époque de chez Roberts. Il a été le voir et c'est le plus gentil, le plus adorable gars du monde. Comme quoi tout arrive. Il cherchait pas un ours dans la fourche par hasard. Il n'y a plus de poisson sur la piste, ni d'ours dans la fourche. Une question. Hervé. Je te coupe, Michel, et après je te laisse la parole. Enea Bastianini, Maverick Viñales, question pas facile, Hervé. Est-ce que c'est ton plus beau line-up depuis la naissance de Tech 3 ? Oui, je pense que oui. En classe reine, oui. Je dirais qu'on a eu, notamment, c'était deux rookies, mais ils avaient fait une saison incroyable avec leur potentiel de folie, l'année 2017 avec Johan Zarco et Jonas Folger, mais ils étaient rookies. On a eu des super années avec Miguel Oliveira, avec Cal Crutchlow. Peut-être l'année la plus proche, c'était 2012 avec Cal Crutchlow et Andrea Dovizioso, où on se battait régulièrement pour faire des podiums. Mais aujourd'hui, je pense que je peux dire que c'est l'organisation de l'équipe la plus forte qu'on ait jamais eue depuis que Tech 3 a été créé en catégorie Rennes. Ça, c'est clair. Ça va peut-être nous faire un Jacques Nakano qu'on a vécu en classe 250 il y a quelques décennies. Vas-y, Michel, je t'avais coupé. Vas-y. C'est très, très fort. C'est très, très fort. Et
encore une fois, on a toujours envie d'être demain, mais à l'âge que j'ai, je préfère carpe diem, hein, profiter du temps présent. Donc, on va encore vivre, j'espère, des belles choses avec Acosta en 24, et j'en suis persuadé. Mais c'est vrai que ça me titille de voir ce qui va se passer en 25 avec Vignales et Bastianini. Alors Michel. justement, tu dis vivant le présent, mais bon, tu envoies des messages à Maverick, vous préparez déjà l'année prochaine. Costa, il pense déjà à la KTM officielle qu'il va avoir. On a fait 7 grands prix, il reste 2 tiers du championnat à boucler. Comment ça va se passer avec tous ces pilotes qui changent d'équipe, qui sont peut-être sentis exclus? On pense évidemment, on n'en a pas parlé, mais au bout voilà, qui sera plus l'année prochaine, qui a fait un début de saison décevant, on le sait. Et bon, comment gérer aussi ces 2 tiers de championnat qui restent à faire avec des pilotes en partance, des pilotes qui sont frustrés, comment arriver à les faire performer du mieux possible? Alors, bon, Bastianini et Vignales, ils sont dans leur propre structure. C'est des pros, et on sait très bien que l'aventure actuelle, elle se termine à Valence 2024. Donc maintenant, on discutera un petit peu sur certaines modalités d'organisation avec Vignales et Bastianini, mais il y en a un qui est pilote Ducati, un autre qui est pilote Aprilia, et les échanges qu'on aura seront limités. Acosta, de toute façon, il est officiel, il est plus officiel. Enfin, on peut pas être plus officiel qu'il l'est. Donc là, lui, il n'y a pas de problème. Hein, ça roule, il se plaît sur la moto, il sait que son avenir pour les 2 prochaines saisons au moins est assuré dans la structure officielle. Donc je vais pas avoir de problème à le gérer. Par contre, les 2 pilotes qui sont laissés sur compte, un chez Tech 3, Augusto Fernandez, et un dans la structure officielle, Jack Miller. Oui, c'est évident qu'une bonne nouvelle pour nous, une bonne nouvelle pour les pilotes qui arrivent, c'est aussi une mauvaise nouvelle pour les pilotes qui ne sont pas Reconduit. signés et reconduits pour le futur. Après, ce que je dis, c'est que je vais surtout parler d'Augusto, parce que Jack, il n'est pas chez moi. Mais Augusto Fernandez était champion du monde Moto 2, il est monté en Moto GP en 23, il a fait une saison très 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 correcte en tant que rookie, il nous a vraiment impressionnés. Ça lui a valu d'être confirmé pour une 2e année. Il fait une saison qui, sur le plan des performances, est en nette progression par rapport à l'année dernière. Mais le problème, c'est que cette année, c'est le rythme, le niveau, c'est de la folie. Et je pense que ça impacte aussi Miller. Et à moins de titres, ça impacte quand même Binder. On voit ce que fait aussi Bezeki. Les gars qui étaient devant l'année dernière, ils se retrouvent aujourd'hui. Alors, on pourra parler de matériel et autres, mais bon, je ne sais pas jusqu'à quel point tel et tel paramètre sont les plus importants. Mais comme je dis toujours, et j'ai horreur de dire ça parce qu'il n'y a rien de plus que j'aime que de gérer les gens, les inclure dans ma structure, m'en occuper, les supporter et être là quand c'est compliqué. Mais à un moment donné, quand on signe un contrat d'1 an, quand on a envie de faire de la compétition, on sait très bien que compétition, il faut être compétitif pour être validé dans le milieu de la compétition. Donc, c'est clair que si demain tu es à la tête du KTM, quand tu connais les investissements, les répercussions que ça peut avoir, tu te dois de prendre les éléments techniques et humains les plus performants. Donc, moi, je valide leur décision, même si c'est toujours triste de laisser quelqu'un sur le bord de la route. Mais si tu veux avoir une carrière longue, il ne faut pas faire de la compétition en MotoGP. Justement, ce que vient de dire Michel et ta réponse, Hervé, c'est aussi intéressant. Comment ne pas le perdre, entre guillemets, Augusto Fernandez, et à la limite l'aider à peut-être rebondir et trouver un guidon ailleurs? Est-ce que ça aussi, ça fait partie de ton challenge de la 2e partie de saison? Absolument, mais depuis le premier jour, où quand lui, il est arrivé à Sepang, qui étaient les premiers Tours de roue 2024, où il pensait qu'il allait mettre la fessée à Pedro Acosta, après les 3 premiers jours, il a pris un énorme coup sur la tête. Et depuis ce moment-là, on passe plus de temps avec lui que dans l'autre côté. Et comme je l'ai souvent dit, même si c'est une petite parenthèse, quand Olivier Jacques était champion du monde à Phillip Island, mon rôle, et là où j'ai passé le plus de temps, c'était pas de faire des bisous à Olivier, de le prendre dans mes bras et de faire un pogo.
c'était de me retrouver avec Chignat, qui avait perdu le titre pour 14 millième, et que c'était beaucoup plus compliqué pour lui de passer ces heures-là. Donc, idem pour Augusto Fernandez. On passe du temps avec lui. Les gens de chez KTM, ils restent jusqu'à 9-10 heures le soir à essayer de trouver des solutions, en décortiquant les datas de tous les pilotes, en regardant ce que fait Acosta, Binder, Miller, tout comparer, en lui disant qu'on est à sa disposition pour quoi que ce soit. Donc, on fait ça depuis le début de l'année. On continuera de le faire jusqu'à la dernière course. Et lui, de toute façon, si il veut montrer que c'est un champion et qu'il a été mis sur le côté de la route injustement, le mieux, c'est qu'il prouve qu'il a sa valeur pour rebondir ailleurs. Et voilà, quand on est un champion, on doit avoir un ego important. Ouais. Et j'espère qu'il rebondira. Et même chose pour Jack Miller, qui était quelqu'un de très proche du management de KTM. Mais à un moment donné, il faut prendre des décisions. Et voilà, on n'est pas là pour faire du social. Même si moi, le social, c'est important pour moi. Mais on est aussi là pour performer. Ouais. C'est le sport de haut niveau, hein, quelle que soit la discipline. Les années 21, 22, même 23, c'était difficile aussi, moi, de garder mon équipe technique avec la banane et motivé. Parce que quand tu sors de victoire avec Miguel Oliveira en 2020, que tu te retrouves à faire 3 ans au purgatoire, où tu entends tout ce qu'on a entendu au niveau des machines, au niveau de la qualité de l'équipe, pas facile à gérer non plus. Donc, quand on te donne la possibilité d'avoir des pilotes qui te font relever la tête et qui te font vivre ce qu'on est en train de vivre avec Pedro Acosta, c'est ça notre but. On est là pour ça. On est là pour être compétitif. C'est la base de tout. Et je dis souvent, la compétition, malheureusement, c'est pas Mère Teresa, c'est pas la Croix-Rouge. Mais à un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Et il faut savoir où on s'engage. Voilà. Là, les Jeux Olympiques arrivent. Le gars, quand il va être dans les starting blocks, il est là pour décrocher le pompon. Hein. Et puis, s'il n'est pas assez bon, il n'aura pas été sélectionné. Hein. C'est la loi du sport. Et c'est la loi de la vie. Et on parle toujours de struggle for life. Ouais. C'est aussi valable en MotoGP. Michel, vas-y, pose ta question. Non, mais c'est bon, j'ai fait le tour de ce que j'avais à demander à Hervé. D'accord. Hervé, on va peut-être basculer dans une deuxième partie, si tu as encore un petit peu de temps à nous consacrer. On sait que tu es le président de l'IRTA. Justement, tu en as fait l'évocation au début de l'émission. L'arrivée de Liberty Media, comment toi tu la perçois en tant que président de l'IRTA? Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce qui va être amélioré? Quel est ton sentiment par rapport à ça? On connaît ta position. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis que la Dorna est le promoteur du championnat du monde MotoGP, les droits appartiennent à la FIM et la FIM donne des contrats de 5 ans à un promoteur. Depuis 92, celui qui a remporté les appels d'offres, c'est la Dorna. Donc, depuis 92, la Dorna, elle était propriété au début de CVC. Bon, pour rentrer dans les détails, c'est un fonds de pension. Après, Bridgepoint, un autre fonds de pension. Et là, Bridgepoint a décidé de vendre son produit, qui était la Dorna, à une autre société qui s'appelle Liberty Media, qui est également le propriétaire de la Formule 1. Alors, j'ai entendu des gens qui me disaient « Oui, mais la Formule 1 a racheté la moto, ça n'a rien à voir. » Il y a une société qui s'appelle Liberty Media qui possède différents produits, on va appeler ça comme ça. Un d'entre eux, c'est la Formule 1, et un autre, c'est le MotoGP. Voilà. Ce que ça va changer au jour le jour, par rapport au format, par rapport à ce qu'on voit, rien. Absolument rien, parce que le contrat stipule que la Dorna a les pleins pouvoirs pour gérer le championnat, son organisation, son timing du week-end. Eux ont acheté un produit qui s'estimait performant, donc ils ne vont pas systématiquement le modifier de A à Z. Donc, dans les prochaines années, on ne va absolument rien voir, puisque c'est des gens qui sont behind the scene, quoi. C'est-à-dire c'est des gens qui sont derrière et qui sont les propriétaires, mais qui laissent les gestionnaires, qui sont la Dorna, gérer leur championnat comme ils ont envie de le gérer et comme ils savent le gérer. Et dernièrement, on ne peut pas considérer que ces 2 dernières décennies, ça a été mal géré. Par contre, ce que ça peut amener, et ce que c'est un petit peu l'idée de la Dorna, et ce qui a été validé par la FIM, l'IRTA et même les constructeurs, donc on appelle le MSMA,
c'est qu'il peut y avoir une réflexion sur comment être encore plus international, comment avoir des nouveaux partenaires qui s'engagent, comment motiver des nouveaux investisseurs, réfléchir à une médiatisation plus importante pour faire que notre sport progresse. Et si on regarde ce qui s'est passé en Formule 1 sur les 10 dernières années, on voit bien que à partir du moment où Liberty Media était propriétaire, il y a eu une évolution de la notoriété du produit Formule 1 qui a été quand même relativement importante. Et je pense que quand on est quand on aime un sport, on a envie que ce sport évolue, progresse, soit le plus reconnu possible et soit le plus visible possible. Donc, c'est plutôt dans ce département-là qu'ils peuvent amener des idées. Mais encore une fois, eux, ils seront apporteurs d'idées, de solutions. Évidemment que certaines choses qui ont été faites en 4 roues peuvent être transmises sur le 2 roues, pas tout, mais je parle au niveau plutôt de l'aspect marketing. Et s'il y a des choses qu'ils ont appris là-bas et qui peuvent nous servir. Quand je dis grandir, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on veut devenir un monstre, mais c'est évident que si le sport il peut continuer d'aller de l'avant, et on sait très bien que le monde il s'arrête pas à l'Europe. On voit aujourd'hui, et je vais pas peut-être rentrer dans des débats géopolitiques, mais le centre névralgique de l'économie planétaire, c'est plus trop l'Europe aujourd'hui. Les fabricants de roues, la jeunesse, l'Europe, c'est un continent qui vieillit, donc il y a peut-être aussi moyen de rééquilibrer un petit peu tout ça. J'en sais rien, mais c'est plutôt dans ce style de choses-là qu'il y aura des réflexions où ils pourront, encore une fois, nous apporter des idées. Mais c'est à la Dorna, avec Carmelo Espeleta, qui consulte le MSMA, la FIM et l'ERTA, moi, de valider ou pas leurs idées. Est-ce que tu penses qu'à terme, on peut avoir justement, comme tu viens de le dire, une délocalisation, justement, quitter la vieille Europe où finalement le travail, on pourrait presque dire le travail est fait, pour aller plus régulièrement sur les pays de l'Asie et évidemment, comme Liberty Media est un groupe américain, se recentrer aussi sur les États-Unis puisque depuis quelques années, il manque quand même un représentant dans la catégorie reine du pays de l'oncle Sam. Oui, je pense que de toute façon, c'est toujours pareil. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent qu'il faut rester comme on est, mais ces mêmes gens, des fois, ils nous disent il n'y a que des Espagnols et quelques Italiens au niveau des pilotes, ce qui n'est pas faux. Mais ce n'est pas une volonté de promouvoir l'Italie et surtout l'Espagne. C'est parce qu'aujourd'hui, quand tu veux choisir un pilote performant, la grande majorité, à l'exception de Fabio et de quelques-uns, ils sont espagnols, voire italiens. Donc, c'est bien, et Dieu sait s'il y a des efforts qui sont faits au travers de la Rookies Cup, au travers de tous les championnats nationaux que la Dorna aide. La Dorna donne un coup de main aux États-Unis à Wayne Rainey qui gère l'AMA. La Dorna est propriétaire du World Junior Moto 3. Toutes ces catégories, l'Asian Talent Cup, l'European Talent Cup, il y a même la Northern Talent Cup, enfin il y a tout un tas de choses pour essayer justement de trouver des talents qui ne soient pas systématiquement espagnols ou italiens. C'est évident que si on est plus médiatisé aux États-Unis, les États-Unis, c'est quand même aujourd'hui la puissance économique numéro 1. C'est un marché énorme pour la moto, mais on a un Grand Prix, qui est le Texas, et franchement, c'est pas le plus suivi et médiatiquement parlant. Et au niveau fréquentation sur place, en spectateur, c'est pas là qu'on fait des cartons. On se balade dans Austin le vendredi et le samedi soir, on discute avec des gens dans la rue, personne n'est au courant qu'il y a un Grand Prix. Donc c'est évident qu'il y a des choses à faire dans ces endroits-là. Par contre, la vieille Europe, je pense, moi j'en fais partie, donc je l'aime, Carmelo Espeleta aussi, et de toute façon, le centre névralgique du MotoGP, ça sera toujours l'Europe. La Formule 1, si on prend l'exemple, c'est pareil, tout est basé en Europe. Oui. Et, enfin, oui, toutes les écuries, toutes les bases des teams, etc. sont évidemment sont en Europe. Mais quand on regarde, par exemple, aujourd'hui, et il y a beaucoup de gens qui critiquent, peut-être pas à juste titre, mais ils ont raison de mettre le doigt dessus. Il y a 4 courses en Espagne, exactement, 5 dans la péninsule ibérique, 100 contre le Portugal. Il y en a qui disent que c'est trop. Yes, c'est beaucoup.
Mais il faut trouver des alternatives en face, des alternatives crédibles avec un circuit qui fait face à toutes les réglementations et les besoins qu'on a en sécurité, etc., avec un paddock, etc. Et c'est pas aussi simple que ça de trouver. Donc, oui, il y a aujourd'hui une situation qui peut évoluer. Liberty Media peut certainement nous aider. L'année dernière, on a été en Inde. C'était un gros effort, un gros travail de promoteurs, des équipes. On va y retourner début 2025. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est sûr. Pardon, excuse-moi, je te coupe, mais c'est sûr, le Grand Prix qui a été annulé pour cette année sera au calendrier 2025. Monsieur Célis, qu'est-ce qui est sûr à 100% dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui? Non, mais je pense qu'à 95%, oui, l'Inde sera au calendrier 2025, mais on va au Kazakhstan. Et beaucoup de gens sourient, beaucoup de gens nous disent qu'est-ce qu'on va faire là-bas, etc., etc. Ça montre un petit peu que les gens qui disent faut qu'on bouge, quand on bouge, ils disent pourquoi vous bougez? Quoi, mais ça c'est Oui. humain. Mais voilà, le Kazakhstan, c'est peut-être pas comme on va au Qatar, comme il y a des pays où on se dit pourquoi on y va. Mais à un moment donné, il faut amorcer la pompe. Il faut commencer. Et quand on a un pays qui est demandeur avec un stade, c'est-à-dire le circuit, qui est validé et homologué, et ben on y va. Et puis, c'est comme ça qu'on internationalise notre sport. Et il faut l'internationaliser. Très bien. Mais la vieille Europe, quand même, quand on voit qu'on fait quasiment 300 000, 297 000 et quelques, pour être précis, en France sur 3 jours, la vieille Europe, elle n'a pas dit son dernier mot et ça me rend très très fier d'ailleurs. Oui, non, mais on n'enterre absolument pas la vieille Europe et encore moins le Grand Prix de France. Les constructeurs qui dominent aujourd'hui, c'est les européens. Ducati Italie, Aprilia Italie, KTM GasGas, Pure Mobility autrichien. Donc aujourd'hui, on peut être très très fier avec des pneumatiques Michelin. Donc le MotoGP a quand même une connotation européenne très très puissante. Dernière question, Hervé, pour ensuite te libérer et encore te remercier pour ta disponibilité. La fin de saison et la question qu'on se pose tous. Pedro Acosta, à quand le rendez-vous sur la première marche du podium du Grand Prix? Alors, comme j'ai l'occasion de le dire, ça, c'est une question à la con. Merci de cette réponse. Mais je suis habitué aux questions à la con, il n'y a pas de souci. C'était un clin d'œil quand je dis ça. Non, mais il n'y a pas de problème. Et je peux te la poser de la même manière que moi. On a vu qu'il était deuxième vraiment dans les échappements de Martin pendant une grosse moitié de la course à Barcelone. Et Martin a dit j'arrivais pas à m'en séparer, donc il pouvait la gagner. Il a fait une petite boulette, on l'a pas gagnée. On a fait 2 aux États-Unis tout près. Ça peut être en Hollande, comme on peut ne pas le faire en 24. Moi, j'ai attendu 2020 pour gagner une course en MotoGP. On a commencé notre aventure en classe reine en 2001, suite au titre d'Olivier Jacques. Et à un moment donné, je me disais, t'en gagneras jamais en MotoGP. C'est comme ça. T'as fait des places de 2, des pôles, des places de 3 et tout, mais tu gagneras jamais de course. Et puis bam, Miguel Oliveira arrive, Autriche et Portugal. Donc, c'est très difficile à répondre à cette question. Il a le potentiel, mais ils sont 7 ou 8 à avoir le potentiel. C'est peut-être pas lui qui a le plus de potentiel pour gagner en 2024 parce qu'il a quand même, faut pas oublier son statut rookie. Mais il peut en gagner une, peut-être même 2. Et tous les soirs avant de me coucher, je fais une prière et je demande au petit Jésus qu'il m'en donne une en 24. Très bien. Bon, écoute, on va te laisser pour aller faire justement cette petite prière, même s'il y a encore un petit peu de temps avant Assen. En tout cas, merci Hervé, merci de ta disponibilité. On te remercie encore une fois et on rappelle que le prochain Grand Prix, ça sera le 30 juin à Assen, donc il y a encore un petit peu de temps. Il va y avoir peut-être encore du travail dans la coulisse côté transfert. Hervé, merci beaucoup. Michel, tu restes avec nous 30 secondes encore pour qu'on puisse éventuellement faire un petit point sur justement les transferts et les pilotes qui sont pour l'instant dans l'expectative. Tu as quelques nouvelles ou quelques pistes ? Avant de m'en aller, oui. Le monde du sport se mobilise et je vais vous dire, Assen, c'est le premier tour des législatives. Allez voter. Très bien. Messieurs. Merci Hervé, merci beaucoup. Bonne soirée. À vous. Michel ? Oui, Eric. Non, écoute, on attend la suite. Voilà, les gros poissons ont changé d'aquarium, donc maintenant, je pense que l'image est belle. On va voir un peu ce qui. Bon, surtout maintenant, on attend de savoir ce que va faire Paolo Campinotti avec l'équipe Pramac. Est-ce qu'ils vont rejoindre Yamaha comme ça semble se dessiner?
voilà, moi je pense que c'est une nouvelle qui risque d'arriver tard, puisque de ce que je sais, Paolo a un contrat avec Ducati qui lui permet de faire valider ou pas son option pour les années suivantes jusqu'à fin juillet. Donc on peut imaginer qu'il va essayer de faire râler, parce qu'il est fâché après Daligna et Domenicali, donc il va attendre l'été, disons, pour se positionner officiellement. Voilà, on entend parler maintenant de Bezzecchi chez Aprilia, puisque la target c'était quand même Bastianini, donc on sait que après avec Martin, Rigola aimerait bien l'italien, donc voilà, ça peut être Bezzecchi qui fait pas une grande saison pour l'instant avec sa GP23. Voilà, après le reste va se mettre en place, je pense dans l'été. Ouais. Après, il y a quand même une grosse question. Hervé l'avait un petit peu évoqué aussi il y a quelques minutes. C'est quid de Miller? Parce que ça serait quand même une perte, je pense, pour le plateau du MotoGP de ne pas le retrouver sur un guidon. Et puis, peut-être que c'est la réponse à cette question. Qu'est-ce qui va se passer chez Honda? Parce qu'on voit clairement que chez Honda, on est perdu complet, que Mir en a ras-le-bol. Marini, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais il a cherché à casser son contrat. Et Nakagami, maintenant, s'interroge sur son avenir. Donc, est-ce que tout ça est pallié? Écoute, moi, de ce que je sais, Marini ne cherche pas à casser son contrat, parce que moi, j'ai eu une interview il n'y a pas très longtemps, et il a une mission, un contrat, il va l'honorer. Après, Mir, effectivement, Mir cherche à partir, donc Mir, ça peut être une option pour l'équipe Trackhouse. Miller, ça peut être une option pour Honda aussi. De toute façon, pour l'instant, il y a un seul pilote qui passe du Moto2 au MotoGP, c'est Aldeguer, et il y a une place qui se libère avec la retraite d'Aleix Espargaro. Donc, si tu as évoqué Nakagami, si Nakagami arrête en fin de saison, ce qui est aussi possible, le team, la deuxième place chez Lucio Cecchinello, elle est financée par Idemitsu, par Honda, donc ça sera un pilote asiatique. Donc, ça sera soit Ogura, soit Ogura qui était déjà plus ou moins attendu, non? Si je dis pas de bêtises, on en avait parlé il y a 2 ans. L'an dernier, oui, il était l'an dernier il était blessé, il n'a pas fait une belle saison en Moto 2. Cette année, il est encore il est pas vraiment là non plus, mais de toute façon, il faut que ça soit le Thaïlandais, soit le Japonais, donc qui était censé prendre la place de Nakagami. Donc de toute façon, ça sera un pilote asiatique par rapport au sponsor qui est là. Donc après, les pilotes comme Miller vont très certainement retrouver une place. On va avoir besoin d'eux, tout simplement, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas 50 pilotes, il n'y a pas d'autres pilotes qui sont prêts du Moto2 à passer en MotoGP. Et on n'entend pas du tout parler de pilotes qui pourraient arriver du Superbike en MotoGP non plus. Voilà, éventuellement, Toprak Razgatlioglu pourrait venir en 2027 avec BMW, mais voilà, ça c'est dans... Ouais, surtout qu'on a appris que chez BMW, finalement, l'année prochaine, il n'y aurait plus que le team officiel, donc 2 pilotes, Razgatlioglu et Van Den Mark, alors que la structure Bonovo, finalement, s'arrêterait. Donc, effectivement, est-ce qu'on prépare chez BMW doucement mais sûrement un passage au MotoGP en 2027 avec la nouvelle réglementation? Il va falloir observer ça aussi. Oui, mais ça, je pense que c'est en cours. C'est peut-être pas acté, mais en tout cas, BMW s'intéresse de poursuivre le dossier de près, et on peut imaginer qu'on les attend et qu'ils seront là, surtout avec Liberty Media, qui vont faire ce qu'il faut pour attirer nos constructeurs. Donc, on peut imaginer que BMW sera là. Mais quoi qu'il en soit, pour revenir l'année prochaine, voilà, je pense que les pilotes qui sont un peu sur le carreau pour l'instant ont des chances de retrouver un guidon. C'est peut-être un peu moins évident pour Augusto Fernandez, à moins qu'il se réveille un petit peu sur la suite du championnat. Mais voilà, je pense que après les derniers pions vont se déplacer d'ici la rentrée de septembre. Très bien. Bah écoute, merci beaucoup Michel pour ta réactivité et ta participation à cette émission spéciale. Je pense que vous avez été, comme nous, très intéressés par les propos d'Hervé Poncharal, qui a remis un petit peu les choses en ordre du côté du groupe Pireur Mobility. Michel, nous on se retrouvera le lundi après Assen, c'est dans 15 jours maintenant. C'est un gros creux dans le calendrier, puisqu'on rappelle que le Grand Prix d'Inde a été annulé et que le Kazakhstan, qui devait avoir lieu là ces jours-ci, a été décalé à la place du Grand Prix d'Inde qui a été annulé. Donc, merci encore une fois, Michel. Bonne soirée. Merci, Eric. Et puis, on se retrouve après le Grand Prix des Pays-Bas. Ça va.
On fait comme ça. Merci. Quant à vous, merci de nous avoir suivis pour cette émission spéciale. Alors, comme vous le voyez, je peux pas, j'ai MotoGP, mais ce soir, il y a quand même un rendez-vous et on va être un petit peu cocardier. On va dire, allez les Bleus, puisque c'est le premier match de l'équipe de France dans le championnat d'Europe de football. Et puis, rendez-vous donc le lundi après le Grand Prix des Pays-Bas qui sera disputé le 30 juin à Assen. D'ici là, bon match, bonne soirée et nous, on se retrouve lundi après le Grand Prix des Pays-Bas à Assen, c'est-à-dire après le 30 juin. Bonne soirée.